Donc, je reprends l'introduction. Donc, le métabolisme, il peut se lire en termes de transformation de matière ou en termes en termes énergétiques. Donc, les deux sont liés et les deux doivent être mis en relation quand on fait les grandes voies du métabolisme, hein, les biosynthèses, par exemple, la photosynthèse ou les grandes voies catalytiques comme la respiration, la fermentation, etc. Mais dans le programme, le choix a été de d'abord parler des différentes formes d'énergie, d'accord? Donc du métabolisme en termes énergétiques, parce que finalement, la façon dont l'énergie va être utilisée par la cellule, la façon dont l'énergie est modifiée, transférée, etc., quelle que soit la voie métabolique, c'est la même. Donc, on va voir ça dans une première partie et dans une deuxième partie, on mettra tout ça en perspective en abordant les transformations de matière et donc les grandes voies métaboliques. Donc, la cellule a besoin d'énergie pour faire tous ses travaux cellulaires. Donc, les travaux cellulaires, ça va être des travaux chimiques, fabriquer des molécules, d'accord, détruire des molécules, etc. Des travaux osmotiques, hein, mettre en place des pressions osmotiques particulières, des différences transporter, avoir un compartiment, des compartiments qui ont des compositions différentes, et puis des travaux mécaniques, donc déplacement à l'intérieur du cytoplasme, déplacement de la cellule, déplacement de l'ensemble de l'organisme, etc. Pour tout ça, hein, l'énergie, elle va être récupérée par la cellule grâce à des transferts d'énergie, d'accord, par exemple d'une molécule à l'autre, et souvent, ça va se faire grâce à des couplages entre des transformations exergoniques et des transformations endergoniques. Donc, on va voir dans une première partie les formes privilégiées d'énergie de la cellule, d'accord. La deuxième partie abordera le rôle privilégié des membranes dans tout ce qui est conversion énergétique. Donc, qui sera une partie extrêmement importante qu'on abordera plutôt demain. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on va aborder uniquement la première partie et on fera ensuite une conclusion. Voilà. Donc, dans les membranes et conversions énergétiques, hein, on verra finalement ce qui se passe au niveau des mitochondries, des chloroplastes, mais aussi de certaines bactéries, eubactéries, qui sont les bactéries nitratantes. Sachant que ce qui se passe au niveau des mitochondries et des chloroplastes dans la cellule eucaryote, c'est également la même chose à peu près qui se passe au niveau des eubactéries. Par exemple, les eubactéries photosynthétiques pour les chloroplastes ou les eubactéries en général hein, qui font la respiration pour les mitochondries. Alors, si on reprend les formes d'énergie des cellules, on verra qu'il y a finalement trois grandes formes d'énergie privilégiées, d'accord, qui sont l'hydrolyse de l'ATP. Ça, vous connaissez déjà, hein, qui permet de récupérer de l'énergie. Les énergies d'oxydoréduction, et ça, on insistera là-dessus parce que c'est très important. Et enfin, les énergies liées au gradient électrochimique des membranes. Alors, finalement, j'avais répondu à Lucien oralement. Je vois qu'il repose la question, mais il n'a pas dû m'entendre. Je n'avais pas dû mettre le micro à ce moment-là. Donc, effectivement, je reviendrai, si vous le souhaitez, sur le virus et la maladie, comme je l'avais prévu. Je pense plutôt la semaine prochaine, parce que là, je n'ai pas eu le temps de préparer quelque chose. Et puis, comme je vous le disais aussi, je pourrais vous dire deux mots sur la maladie vue de l'intérieur, hein, parce qu'a priori, moi, je suis bien porteuse du Covid-19 et je suis en train de m'immuniser. Voilà. Alors, si on reprend les trois formes privilégiées, donc la première, c'est l'ATP. Alors l'ATP, vous connaissez bien. Donc je vous répète que vous devez connaître cette molécule et être capable de la dessiner parfaitement. D'accord? Donc, avec une base azotée, le sucre, hein, qui est un ribose, carbone, les 5 carbones, 1, 2, 3, 4, 5, et ensuite les trois groupements phosphates. D'accord? Donc ces trois groupements phosphates hein, en font un adénosine triphosphate et la transformation de l'ADP en ATP va permettre de récupérer de l'énergie. Alors pourquoi est-ce que cette molécule d'ATP est un excellent vecteur d'énergie? Finalement, la première chose, c'est que c'est une molécule qui est très instable. Hein, il n'y a jamais beaucoup d'ATP dans vos cellules parce que la molécule est très instable. Et donc, c'est une molécule qui a un haut potentiel d'hydrolyse.
C'est-à-dire que son hydrolyse va permettre de récupérer de l'énergie. Donc son hydrolyse en ADP, par exemple. Alors pourquoi? Parce que déjà, l'instabilité, elle est liée à la présence de quatre, que vous avez ici, hein, quatre, dans les conditions cellulaires, de pH cellulaire, vous avez quatre charges négatives qui donc ont tendance à, donc à déstabiliser la molécule. D'accord. Donc ça, c'est la première chose. Par ailleurs, vous avez des liaisons entre les groupements phosphates, hein, qui sont les liaisons phosphoesters, ici, donc que j'ai mis en rouge, là et là, qui sont des liaisons extrêmement instables également. D'accord. Donc qui sont facilement hydrolysées. Et donc, par ailleurs, quand vous avez de l'ADP et non plus de l'ATP, à ce moment-là, on a une stabilisation de l'ADP par résonance, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs formes possibles qui peuvent se mettre en place que l'on n'a pas pour l'ATP. Donc l'ADP est beaucoup plus stable que l'ATP. Voilà. Donc tout ça, ça fait que c'est une molécule à haut potentiel d'hydrolyse. Et d'ailleurs, l'hydrolyse présente un delta G0, donc une enthalpie libre à moins 30,5 kJ par mol. Donc ce chiffre-là aussi est à connaître. Qu'est-ce qui en fait une bonne monnaie d'échange énergétique? Alors là, c'est une autre façon, hein, de représenter l'ATP que vous pouvez aussi utiliser dans vos copies. Donc, qu'est-ce qui en fait une excellente monnaie d'échange énergétique? Eh bien, la première chose, c'est que c'est une petite molécule. Donc, une petite molécule, ça veut dire qu'elle va facilement diffuser dans le cytosol. Elle va elle va passer relativement facilement à travers les membranes, même si elle est chargée négativement, mais il suffit d'une protéine qui permet le passage et ça sera facilité. Donc ça en fait quand même une très bonne molécule déjà. L'autre point, c'est que finalement, son hydrolyse a un delta G qui va être intermédiaire. D'accord. Donc, si on prend le delta G0, il est de moins 30,5 kJ. Et si on prend le potentiel de transfert, d'accord, là, on met en positif, on voit que c'est un potentiel intermédiaire. Donc, l'hydrolyse va dégager plus d'énergie de l'ATP que l'hydrolyse du glucose 6-phosphate en glucose, par exemple. Donc, à partir d'ATP, on va pouvoir phosphoryler le glucose, mais l'hydrolyse du phosphoénol pyruvate, hein, qui donne le pyruvate, c'est la dernière réaction de la glycolyse, lui, dégage plus d'énergie et va donc permettre de produire de l'ATP. Ce qui fait qu'on peut facilement le produire et facilement l'utiliser. Donc ça fait une très bonne monnaie d'échange. Et puis, le dernier point, c'est que l'ATP est reconnu par de très nombreuses enzymes, hein, qui sont les agents de couplage. Et donc, ça va limiter le nombre d'enzymes et ça va rendre cette molécule universelle. Alors, il peut y avoir d'autres molécules, hein, qui vont servir un petit peu de monnaie d'échange, hein, qui sont des molécules phosphorylées, qui sont par exemple l'acide ou les acétylcoenzymas également, mais c'est vraiment l'ATP qui est au centre. Et de temps en temps, on observe aussi qu'on utilise le GTP, donc on l'utilise beaucoup par exemple pour la traduction. Donc le GTP peut aussi être une monnaie d'échange, mais elle est moins utilisée. Et alors ça, on ne sait pas l'expliquer, hein, pourquoi c'est l'ATP qui est le plus utilisé, et on pense que c'est certainement un hasard de l'évolution. C'est-à-dire que c'est l'ATP qui a été utilisé, il y a eu beaucoup d'enzymes qui ont commencé à reconnaître l'ATP, et ensuite, ça s'est maintenu au cours de l'évolution. On n'a pas d'autres explications, il y en a peut-être d'autres, hein. Voilà. Mais en tout cas, l'ATP, c'est vraiment la monnaie d'échange centrale. Donc ensuite, on a tout ce qui est énergie d'oxydoréduction. Donc on en est dans le grand 1, petit 1, petit 2. Alors, sur l'oxydoréduction, je vais faire quelques rappels que je vous ai bien rédigés dans le cours, hein, que j'ai mis sur le Drive. Donc, une réaction Gwendal. Qui est Gwendal? Bon. Alors, pour vous expliquer, donc vous connaissez l'oxydoréduction. Donc, c'est un réducteur R1, d'accord. Donc, c'est la forme réductrice ou la forme réduite qui va donner un oxydant plus des électrons. Vous avez ensuite un oxydant O2 qui va s'associer à des électrons pour donner un réducteur. D'accord. Et donc la réaction d'oxydoréduction, c'est R1 plus
oxydant 2 donne réducteur 2 plus oxydant 1. D'accord? Donc ça veut dire qu'en fait, on va échanger des électrons entre des réactifs. Voilà. Donc ça, c'est une réaction d'oxydoréduction. Le potentiel, ce qui est intéressant, c'est que cette réaction d'oxydoréduction, elle peut être endergonique ou exergonique. Le delta G0, c'est égal à moins NF du potentiel redox. Et donc, ce potentiel redox, en fait, il va mesurer l'affinité d'un couple pour les électrons. D'accord? Donc le E0', c'est le potentiel standard à 25 degrés, pH 7. Donc plus ce potentiel redox est bas, plus le réducteur est fort, c'est-à-dire a tendance à donner ces électrons. Donc on va avoir la loi de l'oméga, que vous connaissez certainement en chimie, d'accord? Qui fait que les électrons vont toujours du réducteur qui a le plus faible potentiel redox vers le réducteur qui a le couple qui a le plus fort potentiel redox. Donc plus le potentiel redox est faible, plus le couple est réducteur. Et en fait, le delta G, c'est moins NF delta E, d'accord? Donc entre deux couples, pour que finalement vous puissiez avoir une réaction qui soit thermodynamiquement possible, d'accord? Il faut que le transfert des électrons se fasse dans le sens des potentiels redox croissants. Donc ça, c'est la base et c'est ce qu'il faut bien avoir compris. Alors, juste, puisqu'on est sur des molécules organiques, d'accord, on va parler cette fois-ci également en termes de pouvoir réducteur et également de comment? De nombre d'oxydation, d'accord? Pour un atome, par exemple. Donc pour l'atome de carbone, son nombre d'oxydation, je vois qu'il y a une question. Alors c'est sur le poly, Chloé, la question que vous posez? Alors le poly, je ne l'ai pas sous les yeux, mais donc normalement, c'est le réducteur qui donne un oxydant plus un électron et un électron plus un oxydant qui donne un réducteur. Donc s'il manque un électron, faut le rajouter. Je regarderai, je le note, parce qu'en fait, j'ai pas pu l'imprimer, le poly que je vous ai donné, donc j'ai mon poly avec mes notes. D'accord, s'il y a un électron en trop, il faut bien l'enlever. Alors, juste donc en nombre d'oxydation, si vous prenez le carbone, en fait, ce carbone, s'il est relié à un hydrogène, c'est un atome qui n'est pas plus électronégatif que lui, ou s'il est relié à un autre carbone, il n'y a pas de souci, il a un nombre d'oxydation du coup qui sera nul. Par contre, s'il est relié à un oxygène qui est plus électronégatif que lui, il va avoir tendance à lâcher un peu ses électrons et on va dire qu'il a un nombre d'oxydation qui augmente. Donc le CO2, par exemple, où le carbone est relié par double liaison à deux oxygènes, à ce moment-là, son nombre d'oxydation est maximal, il est de 4. Donc on dit que le carbone est oxydé. Par contre, un carbone qui sera dans une molécule organique, CH2, 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 CH3, d'accord, en chaîne aliphatique, là, il a un nombre d'oxydation qui est nul. Donc quand vous passez de carbone minéral, CO2, à du carbone organique, en fait, c'est une réaction de réduction. D'accord? Et donc, toutes les réactions qui permettent de passer de la matière minérale oxydée à de la matière organique réduite sont en fait des réactions d'oxydoréduction. Et ça, c'est très important de le comprendre. Ah oui, d'accord. Bon, bah, ok. Donc, on va voir un petit peu qu'on a un rôle central de coenzyme d'oxydoréduction. D'accord? Coenzymes d'oxydoréduction, ça veut dire qu'ils vont en fait permettre aux enzymes qui sont des oxydoréductases de fonctionner parce qu'ils vont permettre de coupler hein, la réaction, par exemple, de réduction avec une réaction d'oxydation. Donc, ces coenzymes d'oxydoréduction, on les a déjà rencontrés. Donc, si vous regardez les formules ici, vous reconnaissez des dinucléotides. Donc ici, on a l'adénine, le sucre,
un groupement phosphate qui est relié à un autre groupement phosphate, lui-même relié à un sucre, et ici à une base azotée un peu particulière, hein, donc qui est la nicotinamide. D'accord? Ici, c'est pareil, simplement, ici, on n'a pas la même, c'est-à-dire qu'ici, en fait, on a une charge positive et ici, on a perdu la charge positive et on a rajouté un H ici. D'accord? Donc ici, vous avez le NADP plus cette molécule-là et le NADPH auquel il faudrait rajouter H+. Donc, c'est-à-dire que c'est la nicotinamine adénine dinucléotide. Donc ça, c'est une molécule que vous devez connaître. D'accord? Alors, pas forcément complètement la formule développée, mais vous devez savoir qu'il s'agit d'un dinucléotide avec de l'adénine ici et de la nicotinamide ici. D'accord. D'ailleurs, j'ai écrit nicotinalide alors que c'est nicotinamide. Voilà. Donc, comment ça se passe? On passe du NAD+ au NADPH. Donc, on a bien un couple redox, hein, en rajoutant 2 protons plus 2 électrons ou en enlevant 2 protons plus 2 électrons. Donc, le NADPH H+, vous n'avez peut-être pas tout à fait le même sur le poly. C'est le même, hein, que vous avez sur le poly. En fait, c'est pas exactement le même dessin de molécule, mais c'est la même molécule, hein, a priori. Moi, j'ai le poly que je vous ai donné. Donc, c'est bien la même molécule. On a la même chose, juste, voilà. D'accord? Donc, c'est la même chose. Vous avez nicotinamine adénine dinucléotide phosphate, sauf que j'ai marqué nicotinalide au lieu de nicotinamide. D'accord? J'ai mis un L au lieu du M. Mais sinon, c'est la même molécule que vous avez. D'accord? Et celle-ci, donc celle de droite, c'est la molécule qui est réduite. Et la réaction, là, hein, je mets juste le noyau nicotinamide, d'accord, pour vous montrer la réaction d'oxydoréduction. Voilà. Bah, s'il y a le N+, c'est que vous êtes sur du NADP+, d'accord? S'il n'y a pas le N+, c'est que vous êtes sur du NADPH, H+. Alors, le phosphate n'est plus là quand vous avez du NAD+, d'accord? Là, c'est le NADP+, donc il y a le phosphate. Alors, donc voilà, vous avez un couple redox et vous pouvez avoir donc du NADP+, ici, ou du NADP, ou du NAD+. Donc là, en fait, ce qui change, c'est la présence du phosphate, d'accord? Entre les deux. Le troisième coenzyme d'oxydoréduction, donc ces deux-là, ils sont à connaître au moins je dirais pas la formule développée, mais au moins vous faites un noyau adénine, le sucre, le phosphate, le sucre, la nicotinamide en montrant le N+, d'accord, de votre nicotinamide sans, voilà. Si vous voulez, je vous ferai un schéma simplifié que vous pouvez utiliser en cours, d'accord? Je vous le rajouterai. Donc ces couples, alors je vous ai pas rajouté le FAD dans le diaporama, je crois, mais vous l'avez sur votre. Ce qui est intéressant avec ces couples, c'est qu'ils ont donc des potentiels redox qui sont très faibles. Donc ce sont de bons réducteurs. Le NADPH, H+, le NADP+ est le meilleur réducteur à moins 0,32 volts, d'accord, pour le prime 0. Et le NAD+ est un petit peu moins réducteur, mais on est toujours sur quelque chose de très réducteur. Le FADH2 aussi est un très bon réducteur. Ça, on peut le mettre en comparaison, par exemple, avec le couple O2H2O, qui lui a un potentiel redox très élevé. D'accord? Le couple 2H plus H2 a le potentiel redox le plus important. D'accord? Donc là, on a des coenzymes qui sont très importants et qui vont en fait être utilisés par des enzymes d'oxydoréduction dans l'anabolisme pour les réactions de réduction.
c'est-à-dire qu'on va utiliser dans ce cas-là le NADPH ou le NADH, ou dans le catabolisme pour des réactions d'oxydation. À ce moment-là, en fait, on va réduire les coenzymes. D'accord? Donc voilà, ça c'est la deuxième forme d'énergie. Donc là, l'énergie, elle peut être donc sous forme de pouvoir réducteur quand vous avez du NADPH+, ou du NADH+, ou du FADH2 dans la cellule. Dans ce cas-là, vous avez un pouvoir réducteur qui pourra être utilisé et qui sera une source d'énergie. Ça, c'est une autre figure qui ressemble à la mienne. Donc là, je passe maintenant au grand 1, petit 3. Donc cette fois-ci, c'est l'énergie de gradient électrochimique transmembranaire, qui est la troisième forme d'énergie. Alors c'est une forme d'énergie qu'on a déjà rencontrée quand on faisait, par exemple, des gradients de Na+, d'accord, qui permettent ensuite un transport actif secondaire. Mais ici, on va prendre l'exemple de la mitochondrie et on va s'intéresser à un autre type de gradient. Alors, vous avez normalement un cliché de cette mitochondrie et qu'on va pouvoir légender. Donc, vous êtes dans une cellule eucaryote. Alors, au passage, vous reconnaissez, il est très joli, le réticulum endoplasmique granuleux, sur lequel vous voyez les petits ribosomes, qui sont les petites granules. Là, la photo est magnifique. Vous voyez que ces granules sont quand même de relativement grande taille, vu l'échelle de 1 micromètre. Donc ensuite, vous avez votre mitochondrie. Alors, on le voit très bien sur cette zone-là, d'accord? Votre mitochondrie est délimitée par 2 membranes. Donc, une membrane externe, que je pourrais noter ici, une membrane interne ici. Juste après, j'ai un schéma qui reprend tout et toutes les légendes, donc vous inquiétez pas. On a par ailleurs la membrane interne qui est extrêmement circonvoluée et qui forme ce qu'on appelle des crêtes mitochondriales. Et ensuite, vous avez la matrice mitochondriale. Donc, si vous voulez un schéma simplifié d'une mitochondrie, en voilà un. D'accord? Donc, vous avez le cytosol, la membrane externe. C'est une membrane qui est relativement perméable aux petites molécules organiques, d'accord? Éventuellement aussi à certains ions, parce qu'elle contient une protéine qui est la porine à l'intérieur. On y reviendra, ne vous inquiétez pas. Une membrane interne qui est très imperméable aux ions et aux petites molécules organiques. Donc, pour que ça passe, il faut qu'il y ait des transporteurs, d'accord? Donc, et qui forment les crêtes mitochondriales. Et de cette manière, on délimite 2 compartiments au niveau de la mitochondrie. Un compartiment interne ici qui est la matrice, avec un pH à 8,4, et un compartiment intermembranaire ici, qui est à un pH de 7. D'accord? Le fait de ne pas avoir la même concentration en protons dans la matrice et dans l'espace intermembranaire crée un gradient de protons qui est du coup un gradient chimique et un gradient électrique. D'accord? Donc, si on reprend ici, voilà, alors ça c'est juste pour vous donner une idée de la structure d'une mitochondrie en 3D, d'accord? Ces 2 gradients, donc ça, vous avez, alors je suis désolée quand ça passe sur la classe numérique, ça me change un petit peu certaines lettres. Donc, en tout cas, voilà la force, ce gradient électrochimique de protons, qu'on appelle aussi la force protomotrice, il est lié au fait que le potentiel électrique n'est pas le même entre l'espace intermembranaire et la matrice. Pourquoi? Parce qu'ici, vous avez des charges positives, il y a plus de H+, d'accord? Et par ailleurs, la concentration en protons est plus importante dans l'espace intermembranaire que dans la matrice. D'accord? Donc, ça veut dire que lorsque le proton passe de l'espace intermembranaire vers la matrice, donc ça va être un passage qui sera hexergonique et on peut appliquer la loi de Nernst. Le passage de l'espace intermembranaire à la matrice, c'est RT ln de C2 sur C1 plus ZF delta E, d'accord? C'est-à-dire E2 moins E1. Donc, on a un déplacement spontané des protons en direction de la matrice. Mais on a bien vu que la membrane interne de la mitochondrie est imperméable aux protons. Donc, les protons ne passent pas. D'accord? Mais ça représente bien une force
une énergie potentielle. Et cette énergie potentielle, on l'appelle la force protomotrice. Cette force protomotrice, cette énergie potentielle liée à des protons, on la trouve donc dans la membrane interne des mitochondries, mais également de la même manière au niveau de la membrane plasmique des bactéries, d'accord? Donc la membrane interne, hein, d'accord, à chaque fois, parce qu'il y a certaines bactéries qui sont délimitées par deux membranes plasmiques, enfin deux membranes, mais la membrane interne est la membrane plasmique. On va la retrouver au niveau de la membrane des thylakoïdes, au niveau des chloroplastes, donc c'est les thylakoïdes qui sont acides. On la retrouve au niveau de la membrane des lysosomes, pardon. Donc là, c'est l'intérieur du lysosome qui est plus acide, ou bien au niveau de la membrane des vacuoles, l'intérieur de la vacuole est plus acide, ou de la matrice extracellulaire végétale qui est plus acide également. Donc vous voyez qu'avec les protons, on a pas mal d'énergie potentielle. Cette énergie potentielle, donc ce type de gradient électrochimique, euh, peut également être associé à d'autres ions. Hein. C'est par exemple à l'ion Na+. Alors, juste, voilà, hein, par exemple, hein, quand vous avez ici la pompe Na+, K+, hein, en fait, c'est une pompe qui va utiliser de l'énergie, mais qui met en place une énergie potentielle, hein, avec un passage de Na+, qui va permettre ensuite un transport actif secondaire, qu'on a déjà étudié au sein de l'entérocyte. La force protomotrice, elle peut permettre, par exemple, chez les bactéries, hein, la rotation du flagelle. D'accord? Donc, il y a certaines bactéries qui ont un flagelle qui va leur permettre de se déplacer. Hein, donc, le flagelle va tourner et va permettre à la bactérie de se déplacer. Et en fait, ce déplacement est lié ici à... donc, vous avez une pompe à protons qui permet d'augmenter la concentration en protons dans le milieu intermembranaire par rapport au cytosol. Et ces protons, ensuite, vont passer ici dans le stator de votre flagelle. Et ça va permettre, ça va être converti en énergie mécanique et ça va permettre de faire bouger le rotor. D'accord? Pareil, on peut aussi avoir des transports actifs secondaires par des protons, etc. Donc, on verra que cette force protomotrice, elle est extrêmement importante également. Donc, on a vu trois formes d'énergie. ATP, donc, qui va libérer son énergie lors de son hydrolyse. Coenzymes réduits, qui vont libérer leur énergie lors de leur oxydation. D'accord? Et puis, force protomotrice ou gradient électrochimique, donc, où on libère de l'énergie lorsque l'on laisse passer les ions dans le sens de leur gradient. Voilà pour les transports actifs secondaires au niveau de la mitochondrie. Hein, par exemple, vous avez du pyruvate qui va rentrer avec H+, donc un cotransport qui est un transport actif secondaire, le phosphate qui rentre avec le H+, d'accord, et également là on peut avoir, alors ça c'est autre chose, hein, c'est l'ADP et l'ATP, donc là c'est pas un transport actif secondaire, hein. Là c'est quand même lié à la différence de potentiel. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie qui correspond aux différents processus métaboliques qui vont permettre euh, la production d'ATP à partir d'ADP. D'accord? Donc l'ATP, c'est l'une des formes privilégiées et on va essayer de voir tout ce qui permet, tous les processus qui permettent la production d'ATP. Donc le premier processus est un processus simple. Alors c'est mal sorti sur ma diapo, mais vous avez le schéma sur votre cours. Hein. Donc la production d'ATP peut se faire simplement par transphosphorylation. C'est le cas de la dernière réaction de la glycolyse. Donc vous avez le phosphoénol pyruvate qui est transformé en pyruvate, d'accord? Et ça permet à l'ADP d'être transformé en ATP. C'est-à-dire que le phosphate, le groupement phosphate qui était sur le phosphoénol pyruvate, d'accord, passe sur l'ADP et permet la transformation de l'ADP en ATP. D'accord? Comme le phosphoénol pyruvate présente un delta G0 à moins 61,9 kJ et que la transformation de l'ADP en ATP nécessite 30,6 kJ, eh bien, la réaction est exergonique
et l'énergie qui n'est pas utilisée sera perdue sous forme de chaleur. D'accord? Dans ce cas-là, on passe de transphosphorylation ou de phosphorylation sur substrat. D'accord? Donc cette transphosphorylation, par exemple, c'est la dernière réaction de la glycolyse et ça permet de fabriquer de l'ATP au niveau du cytosol. Voilà. Donc ça, c'est la première façon de fabriquer de l'ATP. La deuxième façon de fabriquer de l'ATP, en fait, ça va être l'utilisation de la force protomotrice. Donc c'est le grand 1, petit 2, et là, on va passer un petit peu plus de temps. Donc en fait, on va voir, par exemple, ce qui se passe au niveau des mitochondries. On a vu qu'il y a une force protomotrice qui est mise en place. Et en fait, on va voir un certain nombre de méthodes qui permettent d'étudier les mitochondries. Donc la méthode pour étudier les mitochondries, en fait, ça va être, vous voyez qu'en fait, dans une mitochondrie, vous avez tout un ensemble de compartimentation, de compartiments. Vous avez en fait deux compartiments, la matrice et l'espace intermembranaire, d'accord, qui sont délimités par les membranes internes et les membranes externes. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir isoler ces différents compartiments, mais également isoler les membranes. D'accord? Donc pour ça, en fait, on a des méthodes de fractionnement qui existent depuis longtemps. Et en fait, on va d'abord isoler des mitochondries. D'accord? Et ensuite, ces mitochondries isolées, on va les soumettre dans un milieu de faible osmolarité. Donc qui va permettre l'entrée d'eau dans l'espace, dans la mitochondrie, et donc l'éclatement de cette mitochondrie. Alors, une osmolarité faible, mais pas trop faible, qui provoque d'abord l'éclatement de la membrane externe, d'accord, mais pas celui de la membrane interne. Ce qui fait qu'on va pouvoir ensuite centrifuger l'ensemble, avoir d'un côté ce qui correspond à la matrice délimitée par la membrane interne, et de l'autre côté des petites vésicules de membrane externe, et enfin l'espace intermembranaire qui sera le liquide. D'accord? Ensuite, tout ça, on va le centrifuger. Donc, on aura d'un côté le liquide, de l'autre côté les membranes. Ça va être à nouveau centrifugé en gradient de densité pour séparer les différents types de membranes. Et là, ça va me permettre d'isoler les membranes externes. Quand j'ai plus que la membrane interne et la matrice, je vais à nouveau faire une rupture de cette membrane interne, d'accord, pour avoir des lambeaux de membrane interne qui vont se reformer en vésicule et éventuellement la matrice, d'accord. Mais je peux aussi garder la matrice comme ça, voilà. Donc en fait, ça me permet d'isoler les différentes parties et de les étudier. Premier résultat de ce genre d'étude, c'est quand on a des lambeaux de membrane interne de mitochondries qui vont être isolés et qui donc forment des lambeaux et qu'on observe ici au microscope électronique à transmission. Alors on multiplie par 200 000, donc là on a vraiment un grossissement qui est très important. Et qu'est-ce qu'on observe au niveau de cette membrane interne? Donc ici en fait cette membrane interne, elle est retournée, d'accord? C'est-à-dire qu'ici on est côté matrice, voilà, et ici on serait côté espace intermembranaire, mais c'est des lambeaux de membrane. Et qu'est-ce qu'on observe sur cette membrane? On observe, vous les voyez tous, elles sont montrées par la flèche rouge, des petites sphères. Ces petites sphères s'appellent des sphères pédonculées. Donc, je vous en ai fait le schéma. Donc, je vous reprends, voilà votre sphère pédonculée. Donc, dans la mitochondrie, je vous ai dessiné une crête mitochondriale, d'accord? La membrane externe, la membrane interne qui forme cette crête. On a mon gradient de protons et j'ai ma sphère pédonculée qui est en fait qu'on se dit pédonculée parce qu'elle est constituée d'une sorte de petite tige qu'on appelle le pédoncule et qu'on appelle la partie F0 de la sphère pédonculée, et puis d'une sphère qui est extérieure, tournée vers la matrice et qu'on appelle F1. Donc on va se poser la question de quel peut être le rôle de cette sphère pédonculée. Alors ces études de mitochondrie nous amènent aussi à connaître un petit peu mieux les différents constituants de cette mitochondrie. Donc par exemple, la membrane externe, elle est constituée de protéines et de lipides. Et donc c'est les pourcentages en masse. Donc les protéines, vous avez par exemple la porine qui laisse très très bien passer
un peu toutes les molécules. Donc cette membrane externe, elle protège un peu, mais c'est un vrai coup, voilà, c'est un vrai boulevard, d'accord? Ok. La membrane interne et les crêtes, elles sont constituées vraiment de 80% de protéines, donc c'est extrêmement riche en protéines. Donc ces protéines, il y en a qui ont des noms étonnants. Allez, on continue. Donc ces protéines peuvent être des enzymes qui participent, à des réactions d'oxydoréduction, d'accord? Des ATP synthase et des lipides. Alors, je ne sais pas, il y a 2 personnes qui ont rejoint, la classe et qui portent, des noms, étonnants. Donc, je ne sais pas qui vous êtes, mais ce serait bien de mettre vos vrais prénoms. Voilà. Donc moi, je retire de la session les personnes que je ne reconnais pas. Merci. Donc, je reviens un petit peu sur ces protéines. Donc vous avez, des enzymes d'oxydoréduction, des lipides et puis ces fameuses sphères pédonculées, dans les protéines, pardon, pas les lipides, qu'on va appeler les ATP synthase. Dans la matrice, vous avez plein de petites molécules organiques, plein d'enzymes, d'accord? Des coenzymes, de l'ATP, de l'ADP, du phosphate inorganique, et cetera. Voilà. Alors, donc une fois qu'on a étudié ces membranes, on va essayer de faire une expérience. Alors là, je vous demande toute votre attention parce que je ne suis pas sûre d'avoir corrigé, l'erreur qu'il y a, sur votre, poli, d'accord? Donc, ici, hein, le pH, c'est bien pH 8. Alors, quelle est l'expérience qu'on a faite? On prend des mitochondries isolées, on les place dans une solution qui contient des molécules organiques en présence de dioxygène. Donc ça, c'est la première molécule. Et on observe une consommation de dioxygène qui est associée à l'acidification du milieu. D'accord? Mais pas de la matrice. Donc la première chose qu'on observe, c'est que l'acidification de l'espace intermembranaire, d'accord, nécessite la consommation de dioxygène. Donc, quand la mitochondrie fonctionne, eh bien, elle va en fait acidifier l'espace intermembranaire. Donc, certainement, cette acidité dans l'espace intermembranaire a un rôle important. Pour l'étudier, donc on a pris des particules mitochondriales, d'accord, que l'on va obtenir par fractionnement. Donc, ces particules mitochondriales, elles ont été retournées, d'accord? Donc, grosso modo, ici dans le milieu, on a l'espace intermembranaire, d'accord? Et à l'intérieur de ces particules, on a ce qui correspondrait à... qu'est-ce que je vous dis? Non, je reprends. Donc, dans le milieu ici, on a ce qui correspond à la matrice, d'accord? Et à l'intérieur de mes vésicules, j'ai ce qui se correspond à l'espace intermembranaire. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? D'accord? Donc, je fais 2 expériences. Une expérience où je mets le même pH de part et d'autre. D'accord? Je rajoute de l'ATP et du phosphate inorganique. Il ne se passe rien. D'accord? Deuxième expérience, cette fois-ci, je mets plus de protons. Donc, j'ai un pH 4 dans ce qui correspondrait à mon espace intermembranaire et un pH 8 dans ce qui correspondrait à ma matrice. Qu'est-ce que j'observe à ce moment-là? J'observe, lorsque j'ajoute de l'ADP et du phosphate inorganique, que cet ADP et ce phosphate inorganique est transformé en ATP. D'accord? Donc ça veut dire que quand j'ai une force protomotrice, j'arrive à fabriquer de l'ATP. Donc l'hypothèse la plus simple qu'on peut faire, c'est que finalement, le passage de protons du milieu intermembranaire vers la matrice, d'accord, permet un couplage avec la transformation de l'ADP en ATP. Ça n'est possible que si j'ai des membranes internes de mitochondries associées à des sphères pédonculées. Donc la sphère pédonculée est certainement la structure qui permet cette réaction.
d'accord? En fait, la sphère pédonculée, c'est une molécule qui est constituée d'énormément de protéines et qui est donc un agent de couplage osmochimique. Donc voilà le schéma qu'on peut faire. Donc vous avez votre sphère pédonculée, le gradient de protons. Lorsque les protons passent à travers la sphère pédonculée, vous avez l'ADP qui se transforme en ATP. D'accord? Donc la sphère pédonculée est en fait une ATP synthase. Le transfert d'un proton ou d'une mole de protons, disons que ça utilise 24 kilojoules. Enfin, ça permet de produire 24 kilojoules. Or, pour fabriquer de l'ATP à partir de l'ADP, il faut au moins 30,6 kilojoules. Donc, on voit bien qu'il faut le passage de plusieurs protons. Alors, les études montrent qu'en fait, il faut laisser passer 3 protons pour avoir la transformation d'un ADP en un ATP. D'accord? Et le reste de l'énergie est perdu sous forme de chaleur. Voilà. Donc, on a bien là une conversion, d'accord? Et on a une façon de fabriquer de l'ATP. Cette façon de fabriquer de l'ATP est extrêmement efficace et on verra qu'elle a un rôle très, très important. Donc, on a bien vu les deux façons de fabriquer de l'ATP. Et on va pouvoir conclure en généralisant un petit peu sur les couplages. Donc, grand 1, petit 3. Euh, alors, l'ADP, pour répondre à la question d'Axel, alors dans l'expérience, on l'a rajouté, d'accord? Et sinon, l'ADP, il vient de la cellule, c'est-à-dire qu'il rentre dans la mitochondrie par des transporteurs, d'accord? Et puis l'ATP va pouvoir sortir de la mitochondrie, d'accord? Donc en fait, l'ADP, en fait, on a sans arrêt un équilibre entre ADP et ATP, et donc ça sort de la mitochondrie assez facilement. Et de la même manière, en fait, vous avez toujours très peu d'ATP et une fois que l'ATP est transformé en ADP, eh bien, on va pouvoir retransformer cet ADP en ATP. Voilà, je pense que ça répond à votre question, Axel. Alors, donc 1, petit 3, forme d'énergie et couplage énergétique. Donc, si on reprend la notion de couplage, on parle de couplage quand on a on parle de couplage quand il y a deux transformations et elles vont être considérées comme couplées quand la somme des enthalpies libres de ces deux transformations est négative, d'accord? Donc, souvent, l'énergie, il y a une partie de l'énergie qui sera libérée sous forme de chaleur, que vous allez avoir un ou deux intermédiaires en commun aux deux réactions, aux deux transformations, et que vous avez également un agent de couplage entre ces deux transformations qui va permettre que l'enthalpie libérée par la transformation exergonique puisse être utilisée pour la transformation endergonique. Donc ces agents de couplage, en général, sont des enzymes quand on a des réactions chimiques. D'accord? Donc là, je vous ai mis un petit peu un schéma qui reprend un peu tous les couplages possibles. Donc vous avez, donc C, c'est pour agent de couplage. Alors ça peut être tout un ensemble de molécules, d'accord? Donc on a un couplage, par exemple, entre des énergies qui viennent de l'extérieur, qui sont prélevées dans le milieu, énergie lumineuse, chimique, issues de molécules organiques ou issues de molécules minérales réduites, d'hydrogène, etc. D'accord? Donc cette énergie-là, elle va permettre en fait de transformer par exemple de l'ADP en ATP, des coenzymes oxydés en coenzymes réduits, ou alors de mettre en place une forme protomotrice. Ensuite, cette forme protomotrice, ces coenzymes ou cet ATP, va permettre par couplage, grâce à leur retransformation en ADP, en coenzyme oxydé et à la perte de la force protomotrice, par exemple, eh bien, à fabriquer des molécules organiques plus complexes et plus réduites à partir de molécules minérales ou de molécules organiques peu complexes et oxydées. Donc vous voyez qu'on a en fait un double phénomène de couplage énergétique qui va permettre à la cellule de vivre, de fonctionner, etc., etc. D'accord? Et donc tout ça crée
quand même des pertes sous forme de chaleur et de déchets, ce qui fait que le milieu, hein, l'entropie dans le milieu ne fait qu'augmenter, alors même qu'à l'intérieur de la cellule, vous avez quelque chose d'extrêmement ordonné. Alors, je vais prendre, oui, je vais peut-être dépasser de 2-3 minutes, hein, mais j'aimerais bien euh, qu'on voit d'autres points que j'ai abordés vraiment précisément dans le cours. Finalement, vous avez des couplages énergétiques qui peuvent être sans conversion d'énergie, et vous allez avoir des couplages énergétiques qui impliquent des conversions d'énergie. D'accord? Sans conversion d'énergie, ça va être des couplages, par exemple, chimio-chimiques. D'accord? Lorsque l'hydrolyse de l'ATP permet de fabriquer du glucose 6-phosphate grâce à l'exokinase, on a un couplage énergétique, d'accord? Mais il n'y a pas de conversion d'énergie. On a une énergie chimique qu'on utilise pour de l'énergie chimique, d'accord? Quand on a des réactions d'oxydoréduction, d'accord, euh, ou par exemple la phosphorylation du glucose 3-phosphate en 1,3 glucose 1,3 biphosphoglycérate, donc là c'est de la transphosphorylation, ou quand on a des réactions d'oxydoréduction, pareil, c'est de des couplages chimio-chimiques. D'accord? De la même manière, vous pouvez avoir des couplages osmotiques. Donc là, on a une énergie osmotique pour un travail osmotique. Donc, c'est par exemple le Symport Na plus glucose de l'entérocyte. Donc là, il n'y a pas de conversion d'énergie. Par contre, vous avez aussi dans le vivant énormément de couplages qui sont associés à des conversions d'énergie. Par exemple, euh, la pompe Na+, K+, hein, bien, il y a un couplage, on utilise l'énergie chimique de l'hydrolyse de l'ATP pour mettre en place une énergie, un gradient électrochimique. Donc là, on parle d'un couplage chimio-osmotique. Le premier terme, chimio, c'est la réaction qui permet de récupérer de l'énergie, et osmotique, c'est le travail qui est fait. Donc, on utilise de l'énergie chimique pour mettre en place un potentiel osmotique. D'accord? euh, Si on prend par exemple les moteurs moléculaires, les dinéines ou la myosine, là on a un couplage chimio-mécanique, c'est-à-dire qu'on utilise l'énergie chimique de l'hydrolyse de l'ATP pour faire un travail mécanique. On peut aussi avoir des couplages qui utilisent l'énergie des réactions redox, donc des réactions chimiques, ou des réactions transmembranaires, donc des gradients transmembranaires, donc une énergie osmotique, qui vont permettre la réalisation de travaux divers. Donc c'est ce qu'on avait vu par exemple avec le flagelle de la bactérie. D'accord? Donc là, le fonctionnement du flagelle bactérien nécessite une énergie osmotique. Donc à ce moment-là, on a un couplage osmo, c'est l'énergie osmotique qui est utilisée, mécanique, pour faire un travail mécanique. D'accord? Donc dans tous ces couplages énergétiques, on utilise des agents de couplage qui sont souvent des protéines, d'accord? Donc, ou éventuellement des ARN comme l'ARN 28S, qui sont donc des éléments indispensables à la mise en relation de deux travaux endergoniques et exergoniques, à la conversion d'une forme d'énergie en une autre. Donc ça peut être des enzymes, ça peut être des pompes, ça peut être des moteurs moléculaires. Mais en tout cas, tous ces couplages, et quand on a des couplages qui impliquent des réactions chimiques, hein, ce sont vraiment des enzymes, des activités enzymatiques. Des pompes ou des moteurs moléculaires, c'est des agents de couplage qui ne sont pas forcément des enzymes. Voilà. Si je fais juste un bilan, je vous prends quelques minutes, hein, pas longtemps, pour faire le bilan, et comme ça, on aura fini la première partie aujourd'hui. Finalement, on a vu qu'il y a des couplages, et on a vu aussi qu'il y a des formes d'énergie qui sont vraiment privilégiées. On parle de monnaie énergétique. Et en fait, j'aimerais conclure en disant que l'existence de monnaie énergétique, c'est très important, parce qu'en fait, ça limite énormément le nombre de couplages. Donc, vous avez exemple ici, on aurait une économie de troc, d'accord? Si on a une économie de troc, eh bien, on va échanger R'2 contre R1, R'2 contre R2, R'2 contre R3, R'2 contre Rn, etc. Et à chaque fois, pour chacune de ces réactions, on a besoin d'un agent de couplage.
Donc là, on multiplie les agents de couplage, ça veut dire qu'on multiplie les protéines à fabriquer, diverses et variées. Alors que si on passe par une monnaie d'échange, R'1 va permettre de fabriquer, par exemple, de la monnaie. Cette monnaie va permettre ensuite de passer sur R1. D'accord? Et donc là, finalement, je n'ai besoin que de 4 plus 4 enzymes. Donc ça veut dire qu'en fait, l'avantage d'un système monétaire, et je fais presque de l'économie, c'est exactement la même chose ici. D'ailleurs, c'est une analogie à l'économie monétaire, hein. L'avantage d'une monnaie, c'est qu'on va limiter les échanges, d'accord? Et donc limiter les enzymes, enfin les agents de couplage, d'accord? Et donc ça coûte beaucoup moins cher à la cellule. Donc, si on conclut pour bien vous soyez d'accord, donc l'ATP est la petite monnaie d'échange énergétique, le NADH et le NADPH sont les petites monnaies d'oxydoréduction, les gradients électrochimiques transmembranaires de Na+ ou de protons sont des formes privilégiées d'énergie. D'accord? Donc ces énergies, elles sont interconvertibles et ça semble être particulièrement important et au niveau des membranes. C'est-à-dire qu'il semble qu'il se passe des conversions énergétiques très fortes au niveau des membranes où on va avoir des couplages qui impliquent des conversions d'énergie. D'accord? Et donc la deuxième partie va étudier les mécanismes qui permettent aux membranes d'être effectivement ces lieux privilégiés de conversion énergétique. On commencera en fait dans la deuxième partie par étudier en détail le fonctionnement des sphères pédonculées.